Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour la fin de la journée de l'Antiquité qui est proposée par Sorbonne Antique. Donc cette journée, comme vous l'avez vu, elle avait plusieurs moments. La visite de la Banque de France, les différentes sélections proposées par les bibliothèques, les jeux proposés par l'association DND à Jussieu. Et on finit, et bien sûr aussi, j'avais oublié, la visite de la salle Fussel de Coulanges de la BIS. Et on finit ce soir par une conférence d'Emmanuel Lascaux sur sa nouvelle traduction de l'Odyssée. Avant cela, un petit rappel de ce qu'est l'association. Donc, nous sommes une association étudiante basée autour de Sorbonne Université. Notre but à nous, c'est de promouvoir l'Antiquité. Pour ça, on a plusieurs moyens, des journées comme aujourd'hui, des visites, des musées ou autres, des expositions photos, et aussi le clou de chaque année, un voyage. Cette année, le voyage aura lieu en Provence. C'était un peu difficile de prévoir un voyage en Grèce ou en Italie dans les conditions sanitaires actuelles. Et il nous reste encore 2 places. Si ça intéresse certains, on peut en discuter à la fin. Donc, clou de l'année, le voyage en Provence. Et ce soir, une petite conférence lecture sur l'Odyssée et sa traduction par Emmanuel Lascaux. Donc, pour présenter Emmanuel Lascaux, qui est présent ici, c'est un écrivain, un pianiste, un très cher prof de prépa que j'ai eu l'honneur d'avoir pendant mes années au lycée Jeanne d'Arc. Grâce à lui, j'ai fait beaucoup de latin et beaucoup de grec, j'étais contente. Et qui a fait beaucoup de choses aussi à côté, qui a participé notamment avec Daniel Mesguich à une oralisation, si on peut dire ça comme ça, de l'Iliade autour de passages qui parlaient des femmes, et qui a aussi publié différents ouvrages, notamment sur la musique et plutôt autour d'Homère, pour être assez général. Et finalement, comme il l'écrit dans son livre, même si tu avais une grande passion pour l'Iliade, c'est vers l'Odyssée que tu t'es tourné pour proposer une traduction qui est aussi très musicale, à cause, ou grâce plutôt même, à ta passion pour le piano, à ta passion pour la musique. Et j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus ce soir avec nous. D'abord, Manon et vous tous, et vous toutes, je vous remercie beaucoup de votre invitation, ça me touche de voir qu'il y a encore des associations qui promeuvent une approche moderne, une approche contemporaine de l'Antiquité. C'est vraiment pour moi un retour d'Ulysse de remettre les pieds ici, parce que moi j'étais en face, on disait avec Manon, j'étais en face, en prépa, dans la préhistoire, il y a longtemps. Ensuite, évidemment, j'ai fait mes études à l'Institut grec à la Sorbonne, etc. Donc voilà, je suis très content d'être là pour parler, oui, de ce que... En fait, c'est Frédéric Boyer, c'est le directeur de POL, qui m'a dit, tu sais, si on met autre chose que traduction, les journalistes, ils ne vont pas comprendre. Pour vendre un livre, il faut leur dire, ça c'est quoi? C'est une traduction, c'est pas une traduction, etc. Mais si on tourne... Moi, je tenais à l'appellation VF. J'ai mis version française. Parce qu'en fait, évidemment, j'ai publié cette Odyssée, pour mon plus grand bonheur en réalité, dans une collection qui est une collection de littérature hyper contemporaine, y compris de poésie contemporaine. Et je ne l'ai pas publiée aux belles lettres. Elle n'aurait pas été prise, je vous rassure. Parce qu'évidemment, contrairement à ce que je dis à mes élèves, à mes étudiants, ou dans les jurys d'agrég, etc., quand j'y participais, évidemment, je fais un peu le contraire de ce qu'on doit faire quand on fait de la version grecque. D'accord ? Ou quand on fait, vous savez qu'il y a des principes de base en traduction. Les principes consistent par exemple à traduire toujours le même mot de la même manière, que le mot que vous prenez dans la langue source corresponde à un mot que vous avez choisi dans la langue cible. D'accord ? Homère, il se trouve que, évidemment, comme beaucoup de passionnés, moi j'ai lu Homère peut-être comme vous, quand j'avais... en français, je veux dire, quand j'avais 14-15 ans, etc. Ensuite, j'ai fait du grec, et puis ensuite, je suis tombé dedans et j'en suis pas sorti. Et comme le dit bien Manon, moi, j'ai fait de la recherche, aussi en grec, et j'ai fait de la recherche en particulier plutôt sur l'Iliade. J'ai bossé sur des problèmes autrefois avec Jean Bollac, si vous connaissez, Pierre-Gilles Lacombe, des gens qui travaillaient au Centre de recherche philologique de Lille. Moi, j'avais fait ma maîtrise dans le temps ici avec Raymond Veil à la Sorbonne, sur des problèmes concernant l'Iliade. Et c'est vrai que ma double casquette, parce que je suis, comme on dit, un musicien raté, c'est-à-dire j'aurais peut-être pu, dans le sens où, j'en ai pas vécu, mais c'est vrai que mes journées, depuis que je suis gamin, se partagent entre le grec et le piano. Donc je fais du grec et je fais de la musique. Et si je fais ni l'un ni l'autre, je tombe malade. Donc voilà, et comme ce grec est très homérique,
même si j'enseigne pas qu'Homère et que je lis évidemment les autres Grecs, et puis du latin aussi, bien sûr, c'est vrai que c'est l'Odyssée. L'Iliade me faisait un peu peur parce que vous savez, quand vous travaillez sur une œuvre, l'œuvre, vous finissez par la sacraliser, par vous dites non, tu ne vas pas traduire l'Iliade. Et puis, il y a autre chose, c'est que si vous voulez vraiment connaître une œuvre, il faut la traduire. Et comme je connaissais moins, finalement, l'Odyssée, je me suis dit, tu vas traduire l'Odyssée, tu vas commencer par l'Odyssée, à un âge assez avancé, je ne vous cache pas. Parce que comme je le dis, et ce n'est pas une coquetterie dans mon introduction, je n'ai jamais voulu traduire, moi, Homère. Moi, ce qui m'intéresse dans le grec ancien, j'ai aussi bossé avec des gens qui s'intéressent à ça. Vous connaissez sans doute Démodocos qui fait son festival de Dionysie. Moi, j'ai bossé avec Philippe Brunet, j'étais son thésard, etc. Donc, voilà, moi, j'ai travaillé avec des gens qui s'intéressent à la restitution sonore du grec ancien. Comment ça pouvait sonner, même si je n'ai pas de scoop à vous fournir ce soir, je n'ai pas d'enregistrement direct de la voix des Grecs anciens. Je n'ai pas de scoop archéologique à vous fournir. Hein. Encore que, oui, mais vous savez qu'il y a une hypothèse qui n'est pas farfelue. S'il y a des archéologues dans la salle ou des gens qui s'intéressent, vous savez qu'il y a une hypothèse pas folle du tout, selon laquelle on pourrait écouter des vases grecs. Vous avez cette hypothèse où le potier qui tourne le vase, il met un clou pour faire un dessin, et puis s'il cause, et s'il est précis, s'il chante un bout d'Homère pendant qu'il tournait son vase, il y a peut-être du micro-sillon, il faudrait faire une lecture laser, des incisions dans les vases. C'est pas fou, on pourrait faire tourner les vases, et on a peut-être de la voix antique cryptée dans le matériau. Bon, mais on n'en est pas là, et je ne pense pas que de mon vivant, je verrai ça. Bon. Donc voilà, évidemment, on sait des choses. On sait tous des choses en philologie, en linguistique, sur ce fameux hexamètre dactylique, ce fameux vers homérique. On sait beaucoup de choses maintenant quand même si Homère, on ne sait rien sur lui, on ne sait pas s'il a existé, on ne sait pas ce que c'est. C'est un objet non identifié, évidemment, les poèmes homériques. Puis pour nous, c'est un début, alors que sans doute pour les Grecs archaïques, c'était aussi une fin, parce qu'après tout, il y a eu une sélection faite de ces deux épopées-là, mais on sait très bien qu'il y avait quantité d'autres poèmes épiques, des cycles, qui étaient sans doute moins bons. Donc finalement, les Grecs eux-mêmes ne les ont pas recopiés quand ils ont utilisé l'écriture. Bon, je ne rentre pas dans ce débat. Est-ce qu'Homère lui-même, ce que les Aèdes avaient déjà l'écriture pour ficeler, pour faire ce grand patchwork, pour monter ces mutoïdes qui devaient dater de bien avant? On ne sait pas. Là non plus, je n'ai pas d'informations nouvelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le son, bien sûr. C'est la voix, d'accord? Et je dirais... je me suis mis finalement à traduire parce que je voulais aussi communiquer d'une autre manière et pour des vivants. On ne traduit pas pour les morts, on traduit pour les vivants. C'est pour ça qu'il faut retraduire. La traduction, elle est ce qu'elle est. Elle est un peu nouvelle parce que, je vous ai dit, je prends des libertés terribles. Je veux faire entendre tout ce que moi j'entends dans le son du vers homérique. Donc je vous ferai quelques exemples de performances. Et c'est vrai que dans nos études classiques, qui sont très belles, on étudie quand même le grec et le latin avec les yeux et la cervelle. On ne les étudie pas beaucoup avec la voix et le corps, même si ça bouge. Et ça, moi, ça m'a toujours manqué, si vous voulez. Mais bien sûr, ce que je fais, il y a une base scientifique, et puis tout le reste, c'est de l'interprétation personnelle. Mais je m'abrite un peu derrière le fait que, finalement, vous savez, il y a autant d'incertitudes sur la manière dont il faut phraser une suite de Bach, et Bach, c'est pas si vieux. Hein, et vous savez bien que les interprètes, les traditions d'interprétation se battent aussi sur les idées de reconstitution. Moi, je ne prétends pas faire de l'anastylose ou de la reconstitution. Je fais une interprétation artistique sur fond de données. Bon. Mais au bout d'un moment, à force de faire ça, tout seul avec d'autres, ou quelques zozos en Europe qui font ça, le pionnier, c'était Stephen Dates, qui est arrivé dans les années 81, un Américain. Vous savez, c'est le premier qui a fait ses cassettes, au départ c'était des petites cassettes audio. Il a enregistré, lui, l'Iliade et l'Odyssée dans son mode de performance à lui. Alors ça peut se trouver encore, ça a été numérisé. Donc moi je l'ai entendu quand j'avais 22 ans, 23 ans, il était venu à l'ENS, etc. Et ça m'avait fasciné. Je me suis dit, mais voilà quelqu'un qui ose. D'accord ? Et donc voilà, donc moi c'est vrai que je me suis dit, il faut que quand même tu donnes aux gens qui ne connaissent pas le grec, bien sûr, qui bien sûr ont cet appétit d'Homère, et vous savez que l'appétit d'Homère, il est inépuisable, sauf dans les réformes de l'éducation nationale, puisque vous savez bien que le paradoxe français, c'est que vous allez dans n'importe quel kiosque à journaux, vous regardez des podcasts, des émissions, tout le monde parle de l'Antiquité, on vous la rebrasse à toutes les sauces, les gens en ont besoin, et vous savez que ce n'est pas toujours bon signe historiquement. Quand on revient vers les textes fondamentaux, c'est qu'on n'est pas loin de la fin du monde.
L'Iliade et l'Odyssée, elles étaient dans la poche des soldats, dans les tranchées, côté allemand, côté français. C'est les grands moments de crise, on revient direct. Donc les sociétés occidentales, là, qui sont quand même, et évidemment aujourd'hui je peux qu'avoir des pensées pour nos chers Ukrainiens, ces sociétés occidentales qui partent en vrille quand même, il faut bien le dire, enfin, ou qui sont assis sur un volcan, elles reviennent à l'antique et à ce qu'il y a de plus ancien, donc elles ont besoin d'eux-mêmes, bien sûr, entre autres. D'accord ? Donc moi je voulais véhiculer ce plaisir sonore que moi j'avais à performer le matériau grec. D'accord ? Et donc, je l'ai fait avec du français, et le français a des ressources. Et donc, je suis surtout parti du fait que, comme vous le savez, Homère n'est pas un livre. Homère est antérieur à l'invention de tout livre, et Homère est même antérieur à la littérature. Homère n'est pas encore de la littérature. Alors évidemment, j'ai fait ça sous forme papier. Avant, j'avais fait, comme tu l'as dit, des enregistrements, etc. Et donc, je me suis dit, il faut que tu fasses feu de tout bois. Qu'est-ce qu'il y a en... Donc, j'ai opéré, j'ai pris des... Vous connaissez le proverbe, au-delà des bornes, il n'y a plus de limite, quoi. C'est ça la blague. Quand vous vous autorisez tout, après vous êtes le... Voilà, vous autorisez. J'ai tout mis au présent. Parce que je voulais du direct. Je voulais un Homère caméra sur l'épaule. Je voulais un Homère où on suive. J'ai introduit une espèce d'audio-description ou de voix off. Comme je dis au cinéma, on est tous un peu aveuglés sourds au cinéma d'Homère. Et même si on dit que... Dicitur Homerum caecum fuisse, même si on dit qu'Homère était aveugle, on sait ce que ça voulait dire pour les Grecs. C'est que bien sûr, Homère n'avait pas besoin de voir, puisque de toute façon, c'est dans sa voix qu'on voit les choses. C'est l'émergence même de la voix homérique qui vous fait voir, qui vous fait visualiser, qui vous fait sentir, toucher, entendre. Et évidemment, toute traduction est belle. J'ai été bercé à Bérard, à Jacotet, évidemment. Moi, je suis un enfant des traductions d'Homère dans la tradition française. Vous savez que la première, c'est les 2 premiers chants d'Homère quand ils sont arrivés par la bouche d'un Français. C'était Jacques Pelletier du Mans qui les a offerts en 1547 au vieux François Ier. Et il a traduit les 2 premiers chants de l'Odyssée. C'était la première fois qu'on entendait l'Odyssée en français en France. C'était en 1547. Puis après, il y a eu des dizaines et des dizaines de manières de traduire l'Odyssée. Mais moi, je suis plus âgé que vous, c'est vrai, mais quand même de mon temps, de mon siècle. Je suis lecteur de BD, j'ai ma tradition de chansons. Moi, en musique, je suis plutôt un classique, mais bon, j'écoute du jazz, j'écoute des grandes chanteuses, j'écoute tout ce qu'on écoute. Et donc, je me suis dit, il faut utiliser tout. Et la langue française, je vais utiliser je vais mettre des bruitages, parce que le grec joue sur les bruits, vous savez. Donc moi, par exemple, je peux démontrer, je le fais avec mes élèves pour m'amuser, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Quand on travaille, les philologues, très précisément sur les échos sonores dans un vers grec, Homère est truffé de jeux de mots qui ressemblent beaucoup plus à du Bobby-Lapointe qu'à d'autres choses. C'est vraiment des jeux de mots phoniques où on intervertit l'ordre des consonnes et des voyelles pour fabriquer un autre mot. Puis tout le monde connaît l'épisode de « Je m'appelle personne », Ulysse face au Cyclope, et vous savez que le jeu de mots en grec, c'est même pas un jeu de matériel consonantique ou vocalique, c'est un jeu sur l'accent. Et moi, en fait, je suis spécialiste de l'accentuation grecque parce que c'est le parent pauvre des études grecques, non pas les études théoriques d'accentuation, mais c'est qu'on n'essaye pas de réaliser les mélodies des accents. Or, on a une chance avec le grec qu'on n'a pas avec le latin, c'est qu'on a un bienfaiteur, nous, qui s'appelait Aristophane de Byzance, qui, vous savez, est un des grands grammairiens hellénistiques, qui a édité les premières éditions savantes d'Homère au IIIe avant Jésus-Christ à Alexandrie, et c'est lui qui a inventé nos 3 signes d'accent, grave, aigu et circonflexe, qui sont des accents mélodiques, puisque vous savez on dit maintenant, les linguistes le savent, que les langues qui se rapprocheraient le plus des systèmes mélorhythmiques du grec ancien, c'est le japonais, qui est une langue semi-tonale, c'est-à-dire vous avez une montée de la courbe tonale par mot ou par mot phonique. Donc c'est le japonais qui fonctionne comme le grec ancien en fait. C'est pas le chinois, c'est pas les langues purement tonales où vous avez un accent sur chaque syllabe en gros, ou sur chaque phonème. Non, le grec, il y a une montée vers une acmé tonale et puis il y a une redescente. Et en fait, j'ai l'habitude de dire, là aussi, moi, quand j'étais gosse, on m'a traîné en Grèce, mon père était un fou de la Grèce, donc moi j'ai connu la Grèce dans les années 60-70, et là, à l'époque, quand on y allait en bateau, il y avait les dauphins autour du bateau. Eh bien, la langue grecque, vous savez comment les dauphins s'amusent ensemble à plonger en quinconce. Eh bien, le rythme de plongée des dauphins, où on va dire, c'est ça la langue grecque. La langue grecque, c'est des quantités, vous savez, c'est des brèves et des longues. Bon, avec les problèmes, il y en a des un peu plus longues, un peu plus brèves. Enfin, il y a toute la plasticité de ce rythme-là.
qui est d'abord du maître, et puis là-dessus, il y a les dauphins qui plongent. L'accent grec, c'est des dauphins qui plongent, comme ça. Okay, ou comme les frises qu'on appelle des Grecs, qui sont peintes sur les fresques qu'on a trouvées déjà à l'époque mycénienne ou Santorin ou autre. D'accord ? Mais ça, il faut lui donner, même si c'est fantasmé, même si c'est un peu imaginaire, il faut lui donner une forme sonore. Donc voilà, je me suis dit, il faut que tu crées en français une espèce de texte qui soit un peu comme une bande-son, dans lequel tu vas mettre, oui, des onomatopées, des bruits, crac, patatras, boum, et il faut qu'on entende. Puis un gamin, il faut qu'il entende des bruits. Puis on a de la BD, nous aussi, dans notre patrimoine, on a plein de choses, d'accord ? Et puis, tu mets tout au présent. Alors là, je peux me défendre, parce qu'évidemment, les hellénistes purs et durs, mes collègues, ils peuvent me dire, dis donc, en grec, il y a des temps, puis les récits homériques sont racontés comme des choses passées. Oui, mais si vous avez fait un peu de grec, vous savez très bien qu'en grec, le rapport au temps verbaux n'est pas du tout le rapport chronologique qu'on a hérité du latin. C'est l'aspect temporel qui compte en grec. Et ce qu'on appelle l'aoriste, il est finalement absurde de le traduire par un passé simple. Parce que pour nous, d'abord, plus personne ne l'emploie oralement. On le sait bien, le passé simple, malheureusement, est mort. Donc, si vous mettez un passé simple dans une traduction d'Homère, vous faites un livre, tout de suite. Parce que vous faites un texte écrit, en français, écrit. Donc, si nous n'employons plus le passé simple, je me suis dit, voilà, peut-être qu'on sait très bien que même aujourd'hui en grec moderne, l'aoriste n'est pas du tout perçu comme notre passé simple. L'aoriste est juste perçu, vous savez, comme action ponctuelle. Voilà, je peux aussi, si vous voulez, on peut aussi justifier ce genre d'écarts qui sont quand même un peu scandaleux, parce que je suis la première traduction qui met tout au présent. Et puis après, j'ai essayé de trouver ce que dans l'histoire de la musique, on appelle toutes les recherches qui sont liées au chanté-parlé. Et là, moi, la phrase qui m'inspire toujours, c'est une phrase de Jean-Jacques Rousseau, qui, vous savez, était une espèce de mélomane un peu autodidacte et fou, lui aussi, à sa manière, qui essayait de tout attraper comme ça, de manière au départ un peu sensorielle. Et Rousseau a dit dans son dictionnaire de musique, à l'article récitatif, comme par hasard, il a dit « Les Grecs pouvaient chanter en parlant, mais nous, on doit choisir entre chanter et parler. » Et là, il a raison. Il a raison d'un point de vue de phonologie. Pourquoi ? Parce que vous savez que l'accent du grec et du latin, qui était cet accent mélodique, semi-tonal, a laissé la place à un accent d'intensité, comme dans nos langues modernes, c'est-à-dire un accent où on prononce plus fort la syllabe accentuée, et c'est ça qui va créer la langue française, qui va modifier les mots, qui va faire tomber les syllabes de fin de mots, etc. Donc, ce chanter-parler n'est plus valable en grec ancien déjà, à partir de l'époque impériale et byzantine encore moins. D'accord ? Mais Homère, ces vieux poètes oraux, ils n'arrêtaient pas, comme on dit, de composer en performance, un peu comme un griot africain, un peu comme un vieux bluesman autodidacte et qui ne sait pas lire la musique dans la Louisiane des années 30, ou un peu comme... voilà, on a des traditions qui nous permettent de revenir à cette espèce de source orale. Voilà pourquoi j'ai fait ça, et j'ai fait ça dans cet esprit-là. Dans un esprit qui, évidemment, n'est pas un esprit... C'est un esprit... J'ai voulu respecter ce qu'on respecte moins d'habitude, mais j'ai été obligé pour cela de transgresser beaucoup de choses que moi-même, en tant qu'enseignant et helléniste, j'apprends à respecter. Voilà, c'est toujours ça, le grand écart, c'est toujours une trahison. Et traduire, c'est, je dirais, oui, c'est un peu casser des œufs. Mais vous savez ce qui se passe, hein, comme on dit le fameux proverbe, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais casser des œufs, si vous cassez il y a plusieurs manières de casser des œufs, et puis vous savez que casser un œuf, c'est comme si chaque mot grec était un œuf. Et cet œuf, il contient du blanc, du jaune, plein de choses, et donc vous le cassez bien délicatement, et vous le laissez se répandre. Alors mes vers, parce que j'ai quand même gardé les numérotations, hein. J'ai même voulu, pour le public qui n'a jamais lu du grec, mettre en grec l'alphabet pour qu'on sache qu'on se repérait chez Homère en disant nu minuscule 486, alors c'est chant 13 Odyssée, ou alors alpha majuscule 37, c'est le vers 37 de l'Iliade, etc. J'ai voulu ça, parce que ça c'est le fameux repérage, c'est le GPS des hellénistes, comment on se repère dans Homère, c'est comme ça. Mais je suis très consommateur de mots. Évidemment, Jacotet, c'était la grande poésie française très épurée, et donc évidemment, le vers de Jacotet. Philippe Brunet, il fait une traduction métrique, alors lui, il fait de vrais hexamètres en français. Moi, j'ai été obligé, dans mon système de version française, dans cette espèce de bande-son que j'ai voulu créer, j'étais obligé de m'affranchir un peu de tout ça.
Et j'essaye de retrouver, si vous voulez, la souplesse du vers homérique, qui est à la fois... Le vers homérique, vous savez, moi on a fait, d'ailleurs en Sorbonne, on l'a fait autrefois des performances, des marathons d'Homère, c'est-à-dire toute l'Iliade, toute l'Odyssée, comme disait Ronsard, hein, je veux dire en 3 jours l'Iliade d'Homère. Bon, ben, il faut 2-3 jours, il faut le faire, etc., il faut se relayer, etc. Mais vous savez, quand vous performez Homère en grec en particulier, quand vous êtes au 3e, 4e 1000 vers, quand vous avez déjà avalé 4000 vers par exemple, vous commencez à rentrer en lévitation, vous avez les pieds qui décollent du sol, forcément. Pourquoi ? Parce que y a un phénomène de transe. C'est une machine qui se répète, comme dans la musique, comme dans ce qu'on appelle le sample, les boucles, ou les DJ qui font du... Vous savez, la musique électronique est très proche de phénomènes homériques. Pas de phénomènes grecs classiques, mais de phénomènes purement homériques. C'est-à-dire, il y a un coefficient de plus de 60% de répétition dans l'Iliade et l'Odyssée. On répète un mot, on répète 2 mots, on répète un hémistiche, on répète une séquence... Et puis, c'est cette fameuse variation dans la répétition. C'est-à-dire, vous ne savez jamais où vous êtes, parce que vous avez « Ah oui, ça, je l'ai déjà entendu. Ah oui, mais ce n'était pas tout à fait ça. » Et puis, vous savez, pour finir, moi, je prends une image très grecque, là, parce que, voilà, quand on aime les Grecs, on aime les céphalopodes. On aime manger du poulpe, de la sèche et du calamar. C'est les motifs des fameux vases mycéniens, voilà, c'est la métisse, vous savez, la fameuse métisse des Grecs, d'Étienne et Vernon, c'est le poulpe, c'est Ulysse. Pourquoi ? Parce que c'est l'animal mimétique. Eh bien, par exemple, si je me suis permis à chaque fois de jouer, de faire des blagues, même avec les fameuses formules homériques, Ulysse aux 1000 ruses, mais moi, vous savez ce qui se passe, c'est que la formule, c'est la même. Sauf que c'est comme un calamar ou une sèche. La formule, elle va prendre la couleur du fond. Comme ce n'est pas le même passage, la formule, elle change de couleur. Et on peut dire qu'Homère, c'est ça, c'est la stratégie du poulpe. Toujours. Homère, c'est ce mimétisme qui fait que les mêmes mots, les mêmes figures changent tout le temps sous vos yeux. C'est comme dans les minimalistes anglais, hein, la musique répétitive, John Adams, etc., Steve Reich, c'est une musique, c'est toujours pareil. Non, c'est pas toujours pareil. Ça change tout le temps. Et c'est ce rapport entre répétition et différence qui, moi, me fait beaucoup plus penser à des problèmes de musique qu'à des problèmes simplement ou de grec ou de poétique. Voilà. Alors bien sûr, l'Odyssée, c'est pas l'Iliade. L'Odyssée, vous le savez, c'est une structure déjà hyper moderne. C'est une espèce de super série Netflix. Il y a même qu'à découper, je ne comprends pas pourquoi. Non, c'est capable de faire quelque chose de... Oui, il ferait quelque chose. Oh, oui, bon, de toute façon, comme on sera avalé par tous ces gens-là, pourquoi pas le leur donner carrément. Mais c'est quand même génial, la construction de l'Odyssée. C'est parce que vous savez que ça commence juste avant la fin. Et puis que la télémachie, c'est une chose, c'est le père qui va chercher le fils qui part chercher son père, et puis le père qui est en train de rentrer, c'est la meilleure manière de se rater. Hein. Comme je dis, il n'y aurait pas d'Odyssée si Télémaque, si Athéna n'était pas venu dire à Télémaque, tu restes chez toi, attends-le, il va arriver. De toute façon, il arrive, attends. Donc l'Odyssée, c'est une structure où vous pouvez, ça peut aller au rendez-vous manqué. Et puis la deuxième partie, la saison 1 est en fait la saison 4 ou 5, et la deuxième partie, c'est si vous avez raté toutes les saisons précédentes. Donc vous imaginez une série dans laquelle vous mettez la saison 1 après les autres saisons. Ça n'a même jamais été inventé par Netflix. Et donc ça, la structure complexe de l'Odyssée, elle est ultra contemporaine. D'accord ? Et puis la troisième partie, évidemment, tous les fils éparpillés vont se renouer. Ok ? Voilà ce qui est fascinant, bien sûr, dans l'Odyssée. Et ce qui est... Voilà. Vous savez, Borges et les autres écrivains, c'est Queneau aussi, disaient, de toute façon, des bons romans, il n'y en a que 2 sortes. Il y a des romans comme l'Iliade, puis il y a des romans comme l'Odyssée. Point barre. Voilà. C'est tout. Donc, évidemment, c'est toujours la source commune à laquelle on se branche. Dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais nous faire écouter un petit peu Oui, je vais vous faire écouter. Puis, un peu de grec aussi pour oui, je vais tout vous mélanger. Vous allez voir un peu le genre de fou que je suis. Oui, vous allez voir ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais. Parce que, si vous voulez, comme par ailleurs je suis au centre, moi je suis vaguement rattaché, parce que je vous avoue que maintenant j'écris plus pour moi ou pour des choses comme ça que pour faire de la recherche. Mais je suis rattaché au CRLC de la Sorbonne, le Centre de recherche en littérature comparée, section musique. Et là, je bossais avec des musicologues sur des problèmes qui m'intéressaient, etc. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'Homère n'est pas simplement le début de l'histoire de la littérature, c'est aussi le début de l'histoire de la musique occidentale, au sens grec, mousike. Vous savez qu'en grec, mousike, ça veut dire l'art des muses, ça ne veut pas dire simplement l'art des sons. Et bien malin, qui peut dire, en histoire religieuse grecque, bien malin, qui peut dire quels sont
véritablement, sauf peut-être Urania et Erato ou Calliope, bien malin qui peut dire pour les Grecs quelles étaient les attributions précises de chacune des muses. Parce que vous savez que ça a bougé. Parce que pour les Grecs, les muses sont neuves, vous le savez, mais elles ont des domaines qui s'empiètent. On ne sait pas trop si c'est chant choral, épopée, qu'est-ce que c'est que ces muses? Parce que pour un Grec, mousiké, c'est bien, les Grecs, au XVIIe, on disait un nonetum, et au 5e avant, on disait musikos anel. Si vous n'êtes pas un musikos anel, ou musiké lunel, si vous n'êtes pas un homme musique, c'est un adjectif, c'est-à-dire un homme amateur des muses, vous ne méritez même pas qu'on discute avec vous. Un homme cultivé, un honnête homme, c'est celui qui évidemment a d'abord avalé Homère, et puis ensuite, voilà. Histoire de la musique, histoire de la littérature, ce qui est fascinant, c'est que là, on est à un point où elles ne sont peut-être pas différenciées. Alors, on va essayer de faire sonner un peu tout ça, puis bon, je vais... Alors moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est de faire entendre aux gens des choses, parce que moi, quand je travaille mon piano, par exemple, je ne sais pas, peu importe, Bach, Mozart, Brahms, etc., tout d'un coup, je me dis, tiens, ça c'est tel passage, là, il y a telle cadence qui me fait penser à tel vers, vous comprenez? Attention, parce que ça sonne fort, hein. Ça peut péter, il faut peut-être que tu le mettes pas sur le piano. On va le mettre là. Je vais vous montrer ce que je veux dire par des petits exemples. Alors, c'est vrai que c'est comme ce que je disais. Vous prenez, alors il y a des gens qui font ça avec du rock. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'honneur d'avoir, vous savez, la nuit de la lecture. Aux Beaux-Arts de Paris, il y a, vous devez connaître ce journaliste du Point qui s'appelle Christophe Onodibio, parce que lui, il défend les anciens, vous savez, donc je ne lis pas le Point par ailleurs. Mais lui, il fait toujours une chronique sur les anciens. Et Christophe, il avait réuni plein de gens, des écrivains, les derniers prix Goncourt, Abdel Malik, le rappeur, plein de gens. Des acteurs, Clotilde Courreau, voilà, j'étais vraiment impressionné, Berléand. Ils étaient tous venus, et ils ont passé 6 heures à lire mon texte. Alors ils ont pas tout fait, parce que 6 heures on fait un bon morceau, mais quand même. Et là, par exemple, Abdel Malik, j'étais content, parce que moi j'ai voulu faire un texte qui puisse se rapper. Et lui, il a tout de suite pigé, évidemment, c'est un bon rappeur. Donc lui, il a tout de suite compris comment les unités du texte homérique, on pouvait les rapper. Alors moi, c'est pas ma tradition musicale, mais c'est pas grave. Là encore, c'est la stratégie du poulpe. Vous prenez votre univers musical et vous regardez la couleur que ça prend quand vous mettez Homère dessus. Voilà. C'est ça le but du jeu. Donc là, on peut faire avec les dernières œuvres intimes de Mozart, par exemple. Pour que vous voyez. Puis après, je vais le performer en même temps.
Sandra voyenne pemosa, polutropon, hos malapolla, plancte, e peitroies hierontolietrone persen, pollon d'anthropon uide vaste acaino negno, polla trogen pontoi, patenalge achon catatumon, ar numenos fuente psucen, cainoston hetairon. Alotros hetaros erusato, ciemenos per, autongar, spedereis in atastalies in olonto, nepioi, hoi catabos huperionos evelioio, estion, autar hotois in apelitonos timonemar. Muse, dis-moi l'homme au détour, l'homme aux ruses qui connut, tant d'errance, à peine achevé, le saccage de Troie, la cité sainte. Tous les gens dont il vit les villes et dont il sonda les pensées, tous les coups, tous les revers qu'il essuya sur la mer et dans le cœur, tout pour rester en vie et ramener ses compagnons. Il voulait tellement sauver ses compagnons, mais il n'a vraiment rien pu faire. Non, c'est leur propre faute, si leur folie les ont perdus. Quels imbéciles! Ils sont allés manger les vaches d'Hypérion, oui, du soleil. Dès lors, adieu, le jour de leur retour. Eh bien, comment tu voudras, déesse? Raconte-nous à nous aussi, fille de Zeus. En talloimen pantes rosoi pugonai punoletron, voi coyesan, polemonte pepfeugotes de talassan. Voici tous les héros, tous ceux qui ont pu fuir le gouffre de la mort. Ils sont à la maison, ils ont réchappé de la guerre et de la mer. Mais lui, il est le seul, son retour et sa femme, à se contenter d'en rêver. C'est Calypso, la nymphe vénérable, divine parmi les déesses. Ton doion nosto que cremenono de gunaikos, num fi potnieru que Calypso, dit Athéa, qui le retient au couloir de sa grotte et qui le veut à tout prix pour mari. En spesigla puro ici, lila iomene posineinai. Viendra le temps, après bien des années, où les dieux lui tisseront le destin de rentrer chez lui, oui, à Ithaque, mais même alors, même au milieu des siens, il n'aura pas fini d'en endurer. Tous les dieux plaignent son sort. Tous, sauf Poséidon. Nos pi Poséidaonos. C'est dire s'il va le persécuter, Ulysse, ce rival des dieux, tout le temps qu'il va mettre à regagner sa terre. Je vous fais un bout du 5, Calypso. Calypso renonce à Ulysse. Vous vous rappelez l'affaire. Ça n'est qu'au 5 qu'Ulysse arrive dans l'Odyssée, au chant 5. Et puis vous savez bien que c'est Athéna qui dit à son père sur l'Olympe, bon bah écoute là, tu vas pas le laisser croupir là-bas chez Calypso. Il est très bien chez Calypso, imaginez, enfin là je parle, messieurs, mesdames, on vous offre la plus belle nymphe du monde, l'immortalité, le club méditerranéen à vie, et plus. Il faut être bête pour dire non, Ulysse il dit non, c'est bien, il veut rentrer chez lui. Bon, enfin, le fait est que les dieux lui disent, bien sûr, les dieux, enfin Zeus accorde à Athéna le fait qu'il faille envoyer Hermès pour dire, bon ben, à Calypso maintenant tu le laisses partir, et puis tu l'aides un petit peu à construire un radeau pour rentrer chez lui. Donc voilà Hermès qui, vous savez, ne veut pas y aller. Hermès parce qu'il sait qu'il va se faire engueuler. Il ne veut pas y aller, c'est normal. Donc Hermès arrive chez Calypso. Hermès répond à l'interrogation de la déesse. Écoutez-le. Sdeus demeden ogei, deurel temen o ketelonta. C'est Zeus, oui, qui m'envoie ici, bien malgré moi, je t'assure. Il ordonne que tu laisses partir l'homme le plus affligé de tous ceux qui se sont battus autour de la ville de Priam. À l'entendre, voyez comme elle se raidit, Calypso, la divine, entre les déesses. Vous êtes vraiment détestables, les dieux.
Une vraie bande de jaloux. Vous ne supportez pas, hein, que les déesses couchent avec des hommes en tout bien tout honneur, ni qu'elles se trouvent un mari chez eux. Entiste pilon poyes et akoitin. Eh bien, c'est mon tour maintenant, hein, les dieux. Vous m'en voulez de vivre avec un homme? Ton menegon et ça. Mais lui, vous oubliez que c'est moi qui l'ai sauvé. Peritropios bebaota, quand il était à califourchon sur sa quille. Oion, tout seul. Et Peiroine à Troen pardit son bon navire d'un coup de foudre. Argetikeraunoi, c'est Zeus non qui le lui a pulvérisé en plein milieu de la mer Violette. Zdeu selsa se kias, c'est mesoyen boino pipontoi. Lui, c'est bien moi qui l'ai aimé. Ton menego, pileonte. Moi encore qui l'ai nourri. Kayet répond. Moi toujours qui lui ai promis. Aide et prascon, de le rendre immortel et de lui épargner à jamais la vieillesse. Bon, eh bien, puisque c'est la décision de Zeus à l'Égypte, très bien qu'il s'en aille. Puisque c'est l'ordre et qu'on n'en démord pas, qu'il apprenne la mer aux sillons éphémères. Moi, pas question que je lui renvoie. Avec quoi? D'où est-ce que j'aurai des vaisseaux et des équipages pour le lancer, voyons, pour l'escorter sur l'immense dos de la mer? Il s'éloigne sur ces mots, le tueur à l'œil infaillible. Quelle puissance! Elle, vous la voyez, elle part, la nymphe admirable, chercher son vaillant Ulysse. Elle a bien entendu le message de Zeus. Elle le trouve assis là, sur le rivage. Ses yeux jamais ne sèchent de ses larmes. Le meilleur de son temps, il le perd, à gémir après son retour maintenant qu'il s'est lassé de la nymphe. Alle toinuktas menia wesken kayananke, in speci la puroisi, paro ketelose. Oui, il continue à passer ses nuits avec elle, il est bien obligé, au profond de la grotte. Elle le veut à ses côtés, lui n'en veut plus. La voici près de lui, la divine entre les déesses, qui lui dit Camore, me moyetenta doduleo, me detoyayon ptineta. Allez, pauvre chérie, ça suffit de te morfondre ici, fini de consumer ta vie. Ça y est, voici enfin venu le moment de te laisser partir. Lève-toi, prends ta lame de bronze et va couper de longues travées pour te faire un radeau. À ces mots, vous l'avez vu, il se raidit, il tremble, Ulysse le divin, l'infortuné. Allotides utea todemedeai. Ah, mais tu n'aurais pas une autre idée en tête, déesse, en m'envoyant sur un simple radeau improvisé braver l'immense abîme de la mer, une idée atroce, épouvantable? Ros prato, meides in de calypso diatea. Ces mots la font sourire, Calypso, la divine entre les déesses. Eh bien, tu ne manques pas de culot, ça non, ni d'esprit, il est vrai, avec ce que tu viens d'oser me dire. Me prêter pareille intention. Mais que la terre et le ciel immense en soient témoins, là, sur le champ, je ne te veux rien de mal. Je le jure, rien de plus. Je ne te souhaite rien d'autre qu'à moi-même en pareil cas si j'étais à ta place. Oui, car si tu connaissais vraiment, si ton esprit savait tout ce que le destin te réserve avant d'atteindre ta patrie, ma foi, tu choisirais sûrement la tranquillité de mon foyer avec moi. Et l'immortalité, tiens. Oh oui, malgré tout le regret de ton épouse après laquelle tu ne cesses de soupirer jour après jour. Oh, vraiment, je ne crois pas être moins bien qu'elle, après tout, ni de corps, ni de taille, ou des masseaux, des pouen. Depuis quand les mortels, j'aimerais bien savoir, pourraient rivaliser de corps ou de beauté avec les immortels? Ici, et voici la réponse d'Ulysse qui ne manque pas de ruse. Déesse vénérable, Potnatea,
Inutile de prendre la mouche contre moi là-dessus. Mais molto de crolio. Je sais pertinemment que comparé à toi, Pénélope l'avisée, c'est Pénélopeia, fait bien petit effet. Oh oui, à regarder, taille et beauté. Ce n'est qu'une mortelle, évidemment, tandis qu'à toi, vieillesse et mort sont épargnés. Mais sache que c'est là tout mon souhait, tout mon rêve à jamais. Rentrer chez moi, revoir le jour de mon retour. Oi cadetel temenai, kainos timone maridestai. Regardez-les alors regagner tous les deux le fin fond de la grotte. El tontes darator gemuchoi speios glapuroio. Ils sont couchés maintenant, ils s'enlacent, ils font l'amour. Tel pesten philoteti, parallelo ici menuntes. Un peu de cyclope ou ça te va? Oui, le cyclope. Le cyclope? Oui. Ou les sirènes? Cyclope, sirène. Cyclope un peu plus. Cyclope? Bon, ça va? Vous avez le temps? Oui. Vous me dites, hein? Il y a 12 000 vers. Il en faut plus que tout ça. Donc, j'ai pas besoin de commenter toutes les libertés que je prends. Regardez, attention, voilà, tu sais, etc. On va me dire, mais c'est pas dans le texte grec. Oui, mais en grec, il y a des particules. Et ces particules, vous savez qu'on ne les traduit pas, parce qu'on ne peut pas les traduire en français. Donc finalement, moi, je m'abrite derrière le fait que je rends aussi les gestes intensifs des particules grecques. Qu'on ne peut pas. Vous avez tous lu des dialogues de Platon en français. Et vous savez à quel point, excusez-moi, c'est emmerdant, les traductions françaises des dialogues de Platon, parce que c'est tellement vivant dans le grec. Vous savez, quand l'interlocuteur de Socrate commence à être coincé, qu'il ne sait plus s'il doit dire, il se rend compte qu'il a dit des conneries, et alors Socrate lui dit comme ça, « Ti dédé », du genre, bah alors quoi hein? Ou moi, meilleure traduction de Ti dédé chez Platon, c'est Gaston Lagaffe, « M'enfin ». En fait, je rêve de faire un Platon version Gaston Lagaffe. Je vous le dis, ça reste entre nous, ça tu couperas au montage. Bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, tout ça, c'est ce matériau, voilà, que je me permets de produire. Neso sepi talake aparek limenos tetanustai, gaies kuklopon outeskedon tapotelo. Tu sais, il y a une île pas bien grande qui s'étale juste en face du port, au pays des Cyclopes. Pas tout près, mais pas bien loin non plus. Une île sans personne, oui, rien que des bêlements, mais le paradis des chèvres. Voilà, ça y est, on touche au but, ça n'est pas loin. Tiens, au bout là-bas, une caverne. Tu la vois, près de la mer, surélevée avec un auvent de laurier. L'endroit est plein de bétail, des moutons et des chèvres parqués tout autour. Figure-toi, un corral palissé très haut, c'est fait de grosses pierres équarries, oui, d'énormes pieux de pin, d'immenses fûts de chêne à la cime touffue. Si tu voyais, c'est là que vient de ces types un géant. Il se débrouille tout seul de faire paître ses troupeaux bien à l'écart. Jamais on ne le voit avec les autres, non. Il reste dans son coin à ruminer ses impiétés. Oh, des métallos, oui, je t'assure, un géant inimaginable. Rien de commun ça non avec un homme, un mangeur de pain. Plutôt le pic boisé à la rioihuleenti des plus hautes montagnes, ou pselonorio. C'est ça, qui se détacherait tout seul des autres. Moi, je choisis 12 hommes, les meilleurs parmi mes compagnons, et je pars, sans oublier de prendre une outre en peau de chèvre, pleine d'un vin noir, un grand cru. Un cadeau que m'a fait Maron, le fils de Antès. Alors on en profite pour entrer dans la grotte et tout inspecter. Ici, tu aurais vu des clés croulant de fromage, là, des enclos bondés d'agneaux et de chevreaux. Et attends, les uns bien isolés des autres. D'un côté les aînés, de l'autre les cadets, ailleurs encore les nouveau-nés,
Et tout ce petit lait qui déborde des vases, des seaux, des jarres, de la belle ouvrage avec ça, tout son matériel pour la traite. Il faut entendre alors mes compagnons me supplier par tous les moyens d'emporter des fromages et nous en retourner. Oui, sans tarder, tout sauver ce rapide. Les chevreaux, les agneaux, on n'a qu'à leur ouvrir les enclos, les pousser devant et repartir sur la mer salée. Si vous aimez Corto Maltese, comme... Allego pitomen, et an polucerdioneien, o frautonte widoimi, caieimo ixenia doyen. Mais moi, je ne suis pas de cet avis. Et pourtant, j'aurais mieux fait. Non, je veux rester pour le voir. Lui, sait-on jamais qu'il me fasse les présents d'hospitalité? C'est sûr. Vous allez voir le bel accueil qu'il réserve à mes compagnons. Nous voilà donc allumés un grand feu, lancer le sacrifice et commencer la dégustation des fromages. Regardez-nous rester tranquillement à l'intérieur, bien installés, jusqu'à ce que... Oh! Le voilà qui rentre du package! Cette montagne qu'il transporte du bois sec pardi pour se préparer le repas. Brown! Il laisse tout tomber dehors, devant la grotte qu'elle va carme. Cette frousse qui nous prend, nous nous carapatons tout au fond de la caverne. Lui, le voilà qui pousse ses brebis bien grasses dans la grotte, il y a la place. Allez, oui, toutes celles bonnes à traire, pas les mâles. Non, eux, il les laisse à l'entrée. Béliers et boucs, regardez à l'extérieur de la salle si profonde. Le voilà maintenant qui allume un grand feu. Ça y est, il nous a vus. Il nous demande. Oxenoi, cine este? Potem pletru graceleuta. Cicata prexin, mapsidio salaleste. Hoia teleuisteres, huper halatoi talontai, psucas partemenoi cacodallo da poisi ferontes. Vous êtes qui, les étrangers? Vous sortez d'où pour venir naviguer par les chemins de l'eau? Ça serait pas par hasard pour faire un mauvais coup, pour courir l'aventure en maraudeur des mers que vous êtes, de ceux qui cherchent des histoires, qui veulent bien risquer leur vie pour porter la poisse à autrui? Voilà se montrer en matière. Vous imaginez le coup au cœur que ça nous fait? Oh, la voix caverneuse qu'il a, le monstre qu'il est. On en tremble. Alors, malgré tout ça, je prends sur moi de lui répondre. On arrive de Troie, oui. On s'est fait dérouter. On est des Achéens. Oui, nous, tu sais, on est les gens du fils d'Atrée, parfaitement. Lui en personne, lui dont la gloire monte au ciel. Normal, vu la grandeur de la cité qu'il a ravagée, les soldats qu'il a décimés. Une infinité, pas vrai? Eh bien, tu nous vois là, genoux, prosternés. Alors, pitié, accorde-nous ton hospitalité. Allez, un petit quelque chose, ce que tu voudras, comme le veut l'accueil des étrangers. Vous avez entendu mon discours. Du tac au tac, il me répond, c'est son cœur cruel qui parle. Dis donc, l'étranger, ou t'es complètement crétin, ou tu viens de très loin, pour me demander à moi d'avoir peur des dieux, de les respecter. Et puis quoi encore? Nous, les cyclopes, on se fiche pas mal de Zeus et de son égide, et des dieux bienheureux. Ha ha ha, on est bien plus fort qu'eux. O danegro dios ectos ale amenos pepsidoimen, o teseo tretarone tu mosme que les woi. Moi, la trouille de Zeus, c'est pour ça que j'irai t'épargner, toi ou tes compagnons. N'importe quoi, si moi j'en ai envie, tu vas voir si je le ferai. Mais au fait, dis-moi, où est-ce que tu as laissé ton bon bateau pour venir ici? À l'autre bout, là-bas, ou à côté, juste par curiosité? Vous le voyez tenter le coup, mais on ne me l'a fait pas, à moi. Je lui retourne alors ruse pour ruse, jugez plutôt. Mon bateau tient en 1000 morceaux, c'est Poséidon, le maître des secousses, qui me l'a jeté sur les rochers, à la pointe de votre terre, fracassé sur le promontoire. C'est le vent, oui, qui l'a chassé de l'eau. Moi, j'ai réussi, avec ceux que tu vois, à me tirer du plongeon de la mort. J'ai terminé, de son côté, pas de réponse.
Quel cœur cruel. Al Hogana Ixa Setaroi Sepikera si alle. À la place, tu le vois qui bondit, les mains grandes ouvertes sur mes compagnons. Il t'en attrape deux. Sunde duomarpsas. Ah, les pauvres chiots vlans sur la terre. Hostes kulakas potigayei. Il te les cogne. Copté. Oh, leur cervelle qui coule sur le sol. Egden kephalos kramadisere. Et qui trempe la terre. Non, il ne va quand même pas les démembrer, les manger pour son dîner. Oh, mais si, il engloutit comme un lion sur sa montagne, rien, il ne laisse pas un brin d'intestin, non, ni de viande, pas même un bout d'os avec sa moelle. Entre-temps terminé, le cyclope a enfin fini de se remplir la panse énorme, fini l'affreuse noria, un morceau de chair humaine, une rasade de lait pur. Le voilà vautré dans son antre, étalé de tout son long au beau milieu de ses moutons. Hemos derigene japanero dodactulos eros. Voici enfin l'aurore, fille de la nue, on aperçoit les roses de ses doigts. Il fallait bien renouveler les traductions de la fameuse formule de l'aurore aux doigts de rose. C'était pas simple. Il en profite pour allumer le feu et se mettre à traire ses brebis superbes, etc., etc. À peine fini de manger qu'il pousse les troupeaux bien gras hors de la grotte. Ah, bon sang, si j'arrive à me venger, si Athéna veut m'exaucer. J'ai trouvé. Voici le plan que mon cœur me dévoile et il n'y a pas mieux. Jugez plutôt. Là, le bâton du cyclope qui traîne aux abords de l'enclos. J'en profite pour m'approcher du cyclope, oui, pour lui proposer ma coupe à la main, pleine du vin noir. Écoutez-moi. Kuklops, tei, ti e voinon, e pei pagesandrome acrea. Tiens, cyclope, bois donc ce vin maintenant que tu t'es gavé de chair humaine. Tu m'en diras des nouvelles de ce breuvage que transporte notre bateau. Oui, c'est pour toi que j'ai emporté à boire, pour que tu aies pitié de moi. C'est dit. Alors, il prend. Il boit. Que c'est bon! Il se régale. Quelle boisson délicieuse! Naturellement, il m'en redemande une deuxième. Vas-y, donne-moi d'autres. Verse dos moieti propro. Dis-moi aussi ton nom, par la même occasion. Kaimon teono noma weipe, aotikanon. Comme ça, je te donnerai un beau cadeau d'hospitalité, ça va te plaire, crois-moi. Ça y est, le vin commence à lui monter à la tête à mon cyclope. C'est le moment que je choisis pour lui glisser ces mots de miel. Alors comme ça, cyclope, tu veux savoir mon nom? Eh bien, je m'en vais te le dire. Et toi, n'oublie pas le cadeau d'hospitalité que tu m'as fait miroiter. Oh, tisemoi gonoma, oh, tindemekiklesko sin, metere de pater que dalloi pantes etairoi. Personne, c'est mon nom. Oui, c'est personne que m'appelle ma mère, mon père, tous mes compagnons. C'est dit. Du tac au tac, il me répond, ce cœur cruel. Oh, tinego pumaton wedomai kataroi setaroisin. Eh bien, personne, je le mangerai en dernier, après ses compagnons, eux d'abord, oui. Et voilà, tu l'as là, mon cadeau. Pas plutôt dit qu'il penche, regardez-le, et patatras, qu'il s'écroule de tout son haut. Sans transition, le voilà étalé, le cou tout tordu. Ça y est, le sommeil l'a déjà vaincu. Qui lui résiste, n'est-ce pas? Tiens, voyez le vin lui sortir par la bouche. Ah, avec des morceaux d'homme, il a vraiment trop bu, il rote, ça déborde. C'est le moment pour moi d'enfouir le pieu bien au fond sous la cendre. Comme un seul homme, il s'empare du pieu d'Olivier, mes compagnons et moi, et te lui plante sa pointe en plein dans l'œil, tandis que moi, je me juche au bout derrière eux, oui, et je commence à la faire tourner. Tout le monde connaît ce fameux vase grec, on voit ça. Tout y passe, les paupières,
et les sourcils, oui, cramés par la chaleur, et c'est la pupille qui grésille. Regardez les escarbilles que le feu crache des racines. Vous savez comment le bronzier s'y prend avec un gros merlin ou une hache pour le tremper dans l'eau froide? Le crissement que ça fait, un pareil traitement. Tiens, c'est la preuve que le fer acquiert sa résistance. Eh bien, c'est tout pareillement que le pieu d'Olivier lui fait siffler son œil. Smerdaleon de megoi moxen, peridia que petre, meis de deisante sapessume tautaromoklon, exerus ophthalmo, iope purmenon haimatipolloi. Oh, l'affreux gémissement que cela tire à notre créature. Toute la roche en retentit. Nous, pardi, la peur nous chasse en tous sens. Lui, le pieux, il se le sort de l'œil, il faut voir ça, du sang partout, dessus, alors à pleine main, il te l'envoie promener. Bien loin, la douleur le rend fou. Ça n'est pas c'est le texte monté. Parce que, évidemment, je fais des coupes pour pouvoir, en récital, faire des... Puis là, bon, je n'ai pas mêlé tout le reste de la musique, mais pour pouvoir insérer du grec, que ça reste compréhensible pour les gens, et donc je fais des montages, je fais des cuts, etc. Parce qu'après, il y a aussi la performance où on dit le texte tel qu'il se déroule. Donc c'est vrai que là, il y a des effets, c'est un peu trahi, là, un peu plus, il y a des effets de raccourci. Mais c'est aussi pour des formats. Voilà. Ah non, c'était super intéressant. Très intéressant aussi de voir ça. J'ai une première question, et après, si vous voulez, on pourra faire un temps de questions. À la fin, on vous proposera un petit débriefing autour de jus et de gâteau, si vous voulez venir discuter plus informellement. Et la première question que j'ai, c'est, en fait, tout ce qu'on entend là à l'oral, comment tu as réussi à le transmettre dans un livre? Est-ce que ça a été difficile ou pas de passer de l'oral à l'écrit et d'essayer de rendre cet oral à l'écrit? Parce que je trouve qu'on le ressent quand même quand on lit en fait le livre, mais je pense qu'il doit y avoir un travail derrière qui doit être... Oui, en fait, c'est une question. Comme je vous ai dit, c'est mon parcours qui est un peu bizarre. J'aurais dû traduire il y a bien longtemps. Ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Et puis finalement, je crois que c'est ça qui m'a aidé. C'est-à-dire, j'ai tellement retenu, au sens de retenir, ce texte pour moi, je l'ai tellement retenu pour ne pas le mettre par écrit, que finalement, la mise par écrit a été, je ne vais pas dire comme le cyclope, mais moi aussi, je finis par régurgiter. Les hellénistes, on régurgite des bouts d'Homère. Platon, il a fait ça toute sa vie. Platon, il critique Homère, il n'arrête pas de régurgiter des vers d'Homère. Et bien là, c'est pareil. Donc, je ne dirais pas que ça m'a été difficile. Puis encore une fois, comme j'avais fait ces enregistrements avec Mesguich, et que là, j'avais un grand acteur, une grande voix française, etc., ça, c'est très inspirant. Puis bon, c'est vrai aussi que ce que j'ai fait, moi, je ne suis pas un théâtreux. Le théâtre, j'admire le théâtre, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un comédien. Ce que je vous ai fait là, je ne pense pas que... Voilà, moi, ce que j'essaye de trouver pour moi, si vous voulez, enfin pas que pour moi, mais pour un public, pour rendre les gens sensibles à ça, ce qui est fascinant chez les Grecs, c'est que le théâtre, il a été inventé tard. Le théâtre a été inventé après l'épopée. Alors que si vous prenez les civilisations anciennes, chinoises, japonaises, etc., il y a déjà du théâtre au début des civilisations anciennes connues. Des formes. Même dans les premiers textes, si vous avez lu l'extraordinaire recueil de Bottero et de Samuel Noah Kramer, lorsque les dieux faisaient l'homme, si vous avez lu ça, les premières tablettes babyloniennes qu'on trouve, c'est presque déjà des petites scènes de théâtre, des petites scénettes, etc. Or, les Grecs, il a fallu qu'ils attendent l'émergence, vous le savez, vous êtes plus historien que moi, l'émergence de la cité-État, l'émergence d'un démos qui prend conscience de lui-même, pour tout d'un coup mettre sur une scène et individualiser les différentes voix dans des acteurs. Mais ce qui est fascinant chez Homère, c'est que l'Aède, moi, la meilleure image que j'ai, l'Aède, c'est un ventriloque. Il a toutes les voix là. Tous les personnages sont, vous savez, les Grecs appellent ça l'engastrimut, engastrimutos. Il y avait des spectacles de ventriloque à Athènes. On connaît le nom d'un célèbre ventriloque qui s'appelait Eurysclès. Et la ventriloquie, c'est ça, l'Aède. Donc l'Aède, il faut qu'il fasse tout. Il devait faire l'homme orchestre, il devait, d'une certaine manière, faire. Alors aujourd'hui, c'est la mode, même en théâtre. Vous savez, un seul acteur pour jouer une pièce avec tous les personnages, etc. C'est une grande mode, ça. Mais ça, c'est la plus vieille chose du monde. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire sortir du poème toutes ces voix. En plus, il y a l'autre problème. C'est que dans l'Odyssée, dans l'Iliade, on va droit, à peu près,
Et puis, la voix, c'est l'AED. Enfin, l'AED, c'est-à-dire il est branché sur la 5G de la Muse. L'AED, en fait, il est en Wi-Fi avec une super connexion. Et puis, en fait, l'AED, c'est juste un porte-voix. Vous savez, ça, c'est ça la fiction de l'épopée. Alors que dans l'Odyssée, ce qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, les chants chez les Phéaciens, chez Alkinoos, c'est Ulysse qui devient l'AED. Donc, c'est la voix d'Ulysse dans laquelle il y a la voix de l'Ulysse d'avant, dans laquelle il y a les autres voix, etc. Et donc, voilà. Donc, si tu veux, finalement, ça a été beaucoup moins dur pour moi parce qu'il s'agissait juste de sortir des voix différentes. Alors après, oui, il faut les caractériser un peu différemment parce qu'Ulysse, il est Polumètis, il est au mille ruses, et ça veut dire aussi, vous savez que polyphème, en grec, ça veut dire poluphémos, ça veut dire normalement le très renommé, mais ça veut aussi dire la voix multiple. Hein, c'est comme s'il y avait une polyphémie qui serait synonyme de polysémie. C'est très curieux, ça, polyphème. Et puis polyphème, son problème, c'est qu'il est sourd, parce qu'il n'entend pas le jeu de mots sur outis. Il n'entend pas le changement d'accent. C'est pour ça qu'il se fait avoir. Donc, tout ça fait que, effectivement, il fallait caractériser. Alors, je me suis même permis, je mets des pardis, parce que moi, j'ai des origines, bon, un peu de Maroc, un peu de Sud-Ouest, voilà. Et puis ma grand-mère était du Midi, donc voilà, j'aimais beaucoup ma grand-mère. Donc Eumée, dans l'Odyssée, le Porcher, eh ben, je le fais parler comme ça. En fait, Eumée, il faut le dire avec l'accent de Marseille, et encore à Marseille, vous savez, il y a l'accent de Rému, il y a l'accent même d'Ampagnol, vous avez deux accents à Marseille, il y a l'accent comme ça, et puis il y a le petit accent pointu du centre-ville. Et ça, c'est Mesguich qui me l'a montré. Donc Mesguich, il le fait dans les CD, il fait le Eumée avec l'accent de Marseille. Ça marche. Parce que vous savez bien que la langue d'Homère, elle n'a jamais été parlée, et que c'est un montage de tous les dialectes grecs, sauf le dorien. Mais il y a tous les dialectes grecs chez Homère. Comment vous voulez rendre ça? C'est intraduisible. Le caractère polydialectal d'Homère. Alors moi, j'ai déconné un peu, j'ai mis des accents. Antinos, pour moi, il a plutôt un accent du Pays de Caux, quoi. Il est pète sec, Antinos. Tonitruant, surexcité ce Télémaque. Antinos, il est comme ça, pète sec. Ou alors un accent parisien un peu dur, quoi. Voilà. Et évidemment, Ulysse, il a tous les accents où il n'en a pas. Il ne parle pas de la même manière quand il est avec des gens du peuple que quand il s'adresse évidemment à sa femme. C'est des registres infinis. Après, encore une fois, on en fait ce qu'on en veut. Moi, j'ai fait ça. Ce que j'aimerais, je vais vous dire, c'est que comme j'ai un peu déverrouillé aussi ces choses-là, après, il faut que les gens s'en embarquent, ils fassent autre chose avec ça. Le but, c'est ça aussi, c'est... Bon. Oui. Mais du coup, au-delà de retrouver la musicalité, quelque part, vous essayez de retrouver le côté conteur de l'air. Ah bah oui, le guignol du Luxembourg. Attention les enfants, voilà. Mais oui, pourquoi? Parce que vous savez bien, Homère, tous les Grecs, pourquoi les Grecs bouffaient et les Romains et tout le monde bouffait de l'Homère matin, midi et soir? Parce que c'est ce qui les maintenait en jeunesse, parce que quand vous êtes dans Homère, vous redevenez enfant de toute façon. Mais un enfant très très rusé, comme les enfants, un enfant très intelligent, et un enfant qui a les idées de derrière la tête, comme disait Pascal. Oui, bien sûr, c'est forcément enfantin, mais on dit aussi que les Grecs le disaient, qu'Homère c'est l'enfance, mais c'est une enfance déjà tellement adulte. Tellement adulte. Donc, oui, il faut trouver ce ton parfois ridicule, j'avoue, ce ton... bébête parfois, et puis tout de suite, à côté de ça, il faut qu'il y ait un vers racinien. Parce qu'il faut... C'est ça qui est bien avec l'épopée, c'est que tu joues sur la discordance. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est la harmonia ton diaphéronton d'Héraclite, hein, c'est l'harmonie des contraires. C'est cet accord discordant, toujours. Et ça n'est fait que de jeu de discordance. Oui. Je sais qu'il y a des lacs, Oui. des historiens, des musicologues qui travaillent sur la restitution de partitions antiques. Ah oui, moi c'est mon meilleur copain Sylvain Perrault, que vous connaissez peut-être. Non, tu ne connais pas Sylvain Perrault? Il y avait eu un Nibellis dans la tradition de la musicologie antique, oui. Et donc est-ce qu'il y a des sources justement pour les numériques? Malheureusement, non. Il n'y a pas de morceaux d'Homère avec les fameux signes de notation musicale grecque qui sont très compliqués. Non, on n'a pas trouvé. Pas comme les hymnes delphiques, on n'a pas trouvé d'Homère. On a trouvé des hexamètres qui seraient des hexamètres vaguement dans des traités musicaux grecs. Mais on ne sait pas trop si c'est des exercices de diction. Il y a vaguement des exercices d'olos, oui, peut-être pour un olette, hein, les anonymes de Bellerman, etc., ça on connaît.
Non, on n'a pas trouvé. La dernière découverte archéologique en matière homérique, vous savez laquelle c'est, c'était il y a 4 ans. Moi, il se trouve que je connaissais à l'époque à l'école d'Athènes, quand j'y étais allé, Alexandre Farnoul, le directeur de l'école d'Athènes. Et les archéologues allemands ont trouvé dans les soubassements du temple de Zeus à Olympie une tablette comme ça, vous la connaissez? Une tablette comme ça, une petite tablette de terre cuite. C'est la première fois qu'on trouve de l'Homère sur un support comme ça en tablette. Et il y a les 14 premiers vers du chant Xi, l'Odyssée. Bizarrement, il y a les 14 premiers vers du chant 14 de l'Odyssée. Ulysse et Eumée. Alors moi, j'ai vu la photo, parce que, vous savez, la guerre archéologique, vous n'obtenez pas les clichés archéologues allemands comme ça. Ils se les gardent à Olympie, évidemment, c'est normal. C'est pas l'école de Delphes. Et, bon, ils avaient quand même publié pour les articles, pour le scoop. Alors, on s'est tous précipités, les homérisants, pour voir s'il y avait des différences de texte. Alors c'est une tablette qui serait du 1er siècle avant. Donc, et on se dit, il y a peut-être tout le reste du texte, puisqu'il y avait une tablette. C'était peut-être une espèce de dépôt, bibliothèque, dans le sanctuaire du temple de Zeus, d'Olympie. Il n'y a pas une seule différence avec les textes qu'on a. Donc c'est ça aussi qui est fascinant chez Homère, c'est que ce texte qui devait beaucoup bouger quand il était oral, à partir du moment où les Pisistrate ou Pisistrate lui-même, et puis les cités en ont fait les fameuses versions polyades, il n'a finalement pas beaucoup bougé, parce que c'est vrai que même si vous prenez tous les manuscrits qu'on connaît, pas les plus célèbres, les scolies, etc., les papyrus, les papyri et tout, toutes les sources qu'on a pour Homère, finalement, vu la longueur de temps, c'est un des textes qui a le moins bougé. C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est fascinant. C'est pas que ce soit un texte polymorphe, c'est qu'au contraire, alors oui, le problème c'est l'Homère cité par les anciens eux-mêmes, surtout Platon. Là, cet Homère-là, mais encore une fois, Platon, il faut se méfier parce qu'il critique tellement Homère qu'à mon avis, il fait exprès. Et l'Homère de Platon, c'est peut-être pas qu'il avait une autre version d'Homère que la nôtre, c'est que lui il s'amuse à trafiquer les vers. Il était tout à fait capable. Donc, ça aussi c'est très fascinant. C'est que nous, on est pris, la chose c'est quand même figé, fixé. Et transmise comme ça, tant mieux. Mais chaque cité. Et il y a une chose que je répète partout, là où je vais parler devant des publics, mais vous êtes un public savant, mais souvent je parle devant des publics qui ne savent pas ce que c'est, ni même l'histoire ancienne, ni rien. Mais on devrait, nous, Français, être très fiers, parce que à Massalia, il y a eu produit une édition massaliote d'Homère, dont on pense, puisqu'on en a les traces dans les scolies d'Aristarque, dont on pense qu'elle est aussi vieille, ou presque, que la première édition mise par écrit par Pisistrate à Athènes. L'édition marseillaise d'Homère, vous vous rendez compte? Alors moi, je voulais faire, parce que les gens du musée des Antiquités à Marseille, je suis bien copain avec la conservatrice, c'est des gens formidables à Marseille, et je voulais faire un truc qui se serait appelé « Allez l'OM », et vous comprenez, allez l'Homère marseillais. Il faudrait faire un grand machin à Marseille, sur l'Homère marseillais, personne n'en parle. On devrait être fiers, on a une des plus vieilles, enfin bon, ce qui reste, c'est une des plus vieilles versions. Une question qu'on disait tout à l'heure sur les répétitions de Homère, qui est environ 60% du texte qui était... 60, on dit, mais oui, après, on est toujours étonné quand on voit un vers qui n'a pas l'air déjà d'avoir été redit. Est-ce que ça a été facile de traduire? Comment est-ce que vous avez traduit systématiquement les mêmes choses en français? Eh bien non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fameux polutropos ou polumetis aux 1000 ruses, je l'ai changé à chaque fois. Je l'ai presque changé à chaque fois. Je ne traduis jamais par la manière traditionnelle, Achille au pied léger, Ulysse aux 1000 ruses, etc. Parce que moi, ce qui m'intéresse, mais ça les hellénistes, on connaît le problème, c'est que c'est la valeur particularisante de l'épithète. Parce que par exemple, c'est bien connu, vous savez que Ulysse, quel est le personnage le plus rusé de l'Odyssée? Ça n'est pas Ulysse, qui est-ce? Et oui, parce qu'elle arrive à arnaquer son propre mari, elle arrive à dépasser en russe son mari, puisque c'est le fameux test d'identité qu'elle lui soumet au chant 23, avec l'épisode du lit. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, là, dans le texte où Ulysse se fait avoir, où il est moins rusé que Pénélope, si le poète a mis Ulysse aux 1000 ruses, alors que c'est précisément le moment où il aurait dû être plus malin que d'habitude, moi, je m'amuse à traduire Ulysse malgré toutes ses rues. Ou alors, il a beau être rusé.
C'est-à-dire, mais c'est justement le moment où ça ne marchera pas. Pour tout le reste, ça marche. Sauf là, vous avez vu avec le Cyclope, il dit, là aussi, vous savez, il y a deux grosses fautes d'Ulysse. Il y a celle-là, bon, peut-être pas avoir assez surveillé les compagnons quand même, alors que pourtant, oui, il n'aurait pas dû partir quand ils sont allés manger les vaches du soleil, ça c'est vrai. Mais surtout, c'est lui qui assume la responsabilité. Il lui dit, j'aurais mieux fait de ne pas rester pour attendre le Cyclope. Donc ça, c'est une grosse faute d'Ulysse, quand même. Ulysse n'est pas toujours au top, du tout, bien sûr. Donc voilà, par exemple, là, je change. Toutes les formules standards d'introduction de la parole, ainsi parla-t-il, les formules de conclusion, ou alors, et il lui adressa, et Zeus, le fils de Cronos, lui adressa ces paroles zélées, qu'on traduit tout le temps comme ça. Bon, ben, moi j'essaye à chaque fois de varier, réponse du fils de Cronos, du tac au tac, etc., selon la vitesse de la réponse, etc. Donc c'est vrai, je me suis affranchi de ce qui est quand même une règle sacro-sainte de la traduction. C'est pourquoi ça n'est pas vraiment une traduction. Je bouge. Ça n'a pas été gênant, par exemple, pour des paragraphes qui sont censés se répondre. Je pense par exemple à Télémaque quand il rencontre Nestor, ou qui répond en fait à un autre passage. Alors oui, alors là je le fais parfois, oui, vous avez tout à fait raison, je ne fais pas systématiquement du changement. Mais vous comprenez bien que il faudrait après trouver un système qui permette à la fois de changer et de choisir les passages qu'on ne change pas. Je l'ai un peu fait, mais il faut être c'est presque une représentation 3D de l'Odyssée, hein, où alors là, on se dirait, là, on fait un écho textuel, etc. Après, il y a tout le problème, qui est le casse-tête pour les homérisants, du fait que nous, modernes, on a une mémoire réduite à ça, parce qu'on a des clés USB, des ordis et tout, et des trucs, et des livres. On ne sait toujours pas quel était l'effet d'un écho à grande distance sur une épopée comme ça, parce que ça dépend du temps de la performance, ça dépend de plein de choses. Bien sûr, ces Grecs avaient une mémoire prodigieuse, parce que, surtout à l'époque orale, parce que quand on est dans une civilisation orale, forcément, mais vous avez lu, si vous vous intéressez à Homère, les travaux de Milman Parry, peut-être, et vous savez bien que quand il est revenu enregistrer Avdov Medvedovitch, et qu'il lui a dit « rechante-moi la même chose », et que l'autre, le fameux barde serbe, que ce chercheur américain dans les années 20 avait trouvé en Yougoslavie et qui récitait comme ça des poèmes épiques, il était lui-même aveugle, illettré, etc. Il l'avait enregistré une première fois sur son phonographe, parce que Paris est le premier à avoir fait comme ça de la comparaison ethnologique. Et il est revenu plusieurs années après, il a retrouvé le barde, et il lui dit « chante-moi la même chose que ce que tu m'avais chanté il y a tant d'années ». Et l'autre lui dit « je te chante pareil la même chose ». D'accord, il y va, il performe. Et puis, pareil, il lui dit « mais tu m'as pas chanté la même chose ». Il lui a fait écouter, puisque là, il y avait un enregistrement, l'autre avait jamais entendu sa propre voix. Et c'était pas la même chose. Et Avdov Medvedovitch écoute, et puis il dit « je t'ai chanté exactement la même chose ». Ça veut donc dire que le même et l'autre, l'identité et la différence, sont à redéfinir dans une culture orale, évidemment. C'est ça qui est passionnant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut appliquer un principe. Est-ce que la même chose, ça veut dire la même chose ? Est-ce qu'il faut appliquer ce principe d'identité, qui est un principe du tiers exclu, qui est un principe de la logique occidentale, qui est un principe inventé par les Grecs après Homère ? Ou alors, est-ce qu'il faut être dans ce que Zumthor et les autres appellent la mouvance ? Est-ce qu'il faut être dans une pensée de la différence, comme diraient les philosophes ? C'est-à-dire une pensée où le même n'est jamais le même, et où la répétition, c'est par la répétition qu'on se rend compte de la différence. Et moi, qui suis par ailleurs plutôt aussi pratiquant et disons lecteur de toute la philosophie, on dit française des années 60, Deleuze, Derrida. Moi, ces gens-là m'intéressent pas par mode, mais parce que ces gens-là, ils ont dit, il faut arrêter de penser l'identité au centre, et puis le reste, c'est de la différence. Non, il faut mettre la différence au centre. Il faut penser à partir du différent. Et parce que c'est ça, Homère. La répétition, c'est ça. Le plus grand livre. Malheureusement, je ne l'ai pas connu, j'aurais bien aimé en discuter avec lui, mais le plus grand livre de Deleuze, c'est Différence et répétition, 1968. C'était sa thèse, en fait. C'est un livre très complexe, etc. Il cite un peu les Grecs, mais Deleuze, il ne travaille pas sur le matériau homérique. Mais moi, ce livre m'a autant aidé que, par exemple, les problèmes de répétition chez Mozart. Comment, par exemple, je vous dis, c'était dehors, quand vous avez, c'est parce que moi, ça peut...
dans notre histoire de la musique occidentale. Le majeur mineur, vous savez, c'est le glucupikros des Grecs, c'est le sucré salé. Et comment on passe du sucré au salé. Ce majeur mineur, chez Mozart, il est très poignant, parce que vous savez que c'est l'évolution même de l'œuvre de Mozart qui va amener, qu'on dit, du premier Mozart, où il y a quand même déjà tout Mozart, au dernier, qui n'est pas si loin dans le temps, mais où Mozart, tout d'un coup, découvre des trucs, surtout après la fameuse rencontre des partitions de Jean-Sébastien, là, dans la fameuse église, là, où Mozart découvre Bach, mais a posteriori. Et alors évidemment, ça va changer toute sa manière de composer. Et donc le petit Mozart rococo, le petit Mozart galant, comme on dit, qui travaille... Moi, si vous voulez, quand vous regardez le petit cahier de Nannerl, de sa sœur, les premières partitions que sa sœur recopiait, et son père, très religieusement, du petit Mozart qui avait 5 ans. Eh bien, ce qui est très émouvant, là, c'est pareil pour moi dans l'épopée. Ce qui est très émouvant, c'est que vous voyez comment ce gamin, il commence à choper les outils de la composition de l'époque, oui, mais vous voyez tout de suite l'intensité qu'il donne à la moindre petite variation. Voilà. Tout d'un coup, il y a une intensité terrible. Et ce qu'on sait tous, les gens qui sont mélomanes ou pas, qui jouent ou pas, peu importe, mais avec Mozart, c'est très particulier. Mozart, on est toujours sur l'accord de Ré. Mozart, c'est 3 fois rien, et ce 3 fois rien, il est énorme. Eh bien, quand vous prenez les toutes premières œuvres, et puis que vous prenez Don Giovanni ou les dernières œuvres, où là, tout d'un coup, le simple passage majeur-mineur, ou le mélange du majeur au mineur, quand par exemple vous avez dans les derniers concertos de Mozart, le 25e, de l'arpège majeur dans l'arpège. Mozart n'aurait pas fait ça quand il avait 5 ans. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, c'est ça que j'appelle la différence homérique ou épique. C'est-à-dire que Mozart atteint la puissance de l'épopée. Pourquoi? Parce qu'il commence avec un schéma bien connu, qui serait comme un hexamètre dactylique, un schéma pour un aède bien connu, pom, 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 avec ses jeux, etc. Bon, d'accord, avec ses formules, c'est du standard. Voilà, c'est presque de la musique, c'est presque de la poésie composée par... Maintenant, on aura des intelligences artificielles qui fabriqueront de l'épopée à la demande. Forcément, c'est des algorithmes peu près. Et puis tout d'un coup, il y a quand même quelqu'un, ou plusieurs personnes. Pour Mozart, on sait que c'est quelqu'un. Pour les aèdes homériques, c'était peut-être plusieurs. Ça s'est peut-être fait sur des siècles. Tout d'un coup, il y a quelqu'un, il prend un truc qui est l'opposition majeure-mineure. Sauf qu'on commence, on assiste dans la même phrase, hop, voilà. Et bien dans le même vers d'Homère, vous commencez par rire, c'est Andromaque au chant 6, quoi. C'est Dacru engelasa, ça. Andromaque, vous savez bien, avec le coup du casque, et elle rit à travers ses larmes. Dacru engelasa, ça. Eh bien ça, cette fusion de ce qui ensuite va être séparé, la comédie, la tragédie, le léger, le lourd, le rude, le suave. Chez Homère, vous avez des possibilités de changement si instantanées. Et c'est pour ça que moi, aussi bizarre que ça paraisse, je le rapproche souvent de Mozart. Après ça, évidemment, la grande comparaison musicale, j'ai un projet fou depuis des années, parce que pour la forme générale de l'Iliade et l'Odyssée, 2 fois 24 chants, parce que 24 lettres dans l'alphabet grec, eh ben, c'est le clavier bien tempéré des Grecs. C'est 2 fois 24 chants, prélude, fugue, prélude, fugue, prélude, fugue, dans toutes les tonalités. Voilà. Il faudrait faire une performance homérique. Si vous êtes partant, on fait ça. Je trouve un théâtre, on fait ça. On fait ça, rameuter un peu de monde. Et on fait une Iliade et l'Odyssée sous la forme du clavier bien tempéré, c'est-à-dire 2 fois 24 par 2, puisque c'est majeur, mineur, toutes les tonalités. Et là, vous avez une Iliade et une Odyssée. En plus, ce Bach, il a fait un premier volume et un second volume. Donc le premier volume, c'est l'Iliade, du clavier bien tempéré. Et vous savez que quand on joue, quand on écoute les 2 volumes, le premier volume n'a pas la même... Le premier volume serait plus iliadique chez Bach, et le deuxième volume est un peu plus délirant, un peu plus tardif, un peu plus alambiqué. Il voyage comme Ulysse. C'est pas... Alors après, vous allez me dire, oui, à ce moment-là, on peut rapprocher ce qu'on veut. Oui, c'est vrai.
Mais parce que c'est aussi ce genre d'étincelles qui peuvent vous faire mieux comprendre parfois un truc sur lequel vous luttez en tant qu'helléniste. Moi j'ai l'habitude de dire souvent, les musiciens mettent plus à comprendre des trucs d'Homère, même s'ils ne connaissent pas, que des hellénistes. Mais j'ai le plus grand respect pour les hellénistes, bien sûr. Mais voilà. Bon. On ne va pas retarder ces messieurs-dames. Merci de votre attention. Excusez le côté brouillon de l'affaire.